Salut à tous, épisode 5 avec la Groupama FDJ, on est toujours sur Pro Cycling Manager 2023, et là, Stefan Kung a vraiment des choses à faire, ainsi que David Gaudu, qu'on verra en intermède, sachant que finalement, celui qui a le plus brillé depuis le début de saison, il est en tête à ce stade-là, il ne le restera peut-être pas longtemps, c'est Valentin Madouas, en tête du classement UCI, juste avant le Tour des Flandres, voilà. Après, voilà, lui, il a brillé. C'est vrai que c'était un régal à jouer. Tirreno, petite victoire d'étape qui était quand même assez sympa. Grand Prix de l'E3 que je vous ai proposé à l'épisode précédent. Et puis auparavant, il y avait eu une jolie deuxième place derrière Thomas Pidcock sur les Strade Bianche, où finalement on a échoué de très très peu. Alors, en petit apéritif, le Dwars der Vlaanderen. Ça, c'est à travers les Flandres, c'est toujours intéressant. Il y a souvent un très joli plateau, et là, moi j'ai mon équipe, allez, on va dire mon équipe de Flandriens qui est là, donc on n'a aucune raison de ne pas bien figurer. Après, il faut encore vouloir s'en donner les moyens. J'avoue, je suis devenu frileux avec le temps sur la fatigue des coureurs. Et par exemple, j'ai presque, à 4 jours du Tour des Flandres, presque peur de m'infliger un très très gros effort avec Kung ou Madouas, sachant que c'est plutôt sur le Tour des Flandres que j'ai envie de leur voir donner, on va dire, tout ce qu'ils ont dans le ventre et dans les jambes. Voilà, donc doucement, doucement, s'il y a une opportunité, on la prendra. Après, Jumbo-Visma est omniprésent, les leaders sont là, hein, que ce soit Van Aert ou Dylan Van Baarle, qui sont vraiment qui constituent une doublette redoutable, surtout que les équipiers autour sont souvent en maîtrise de la course. Donc ça casse, ça recolle, voilà, il ne faut pas s'émouvoir trop du fait qu'il n'y ait que 25 hommes dans le groupe des favoris, on va dire. Mais quand même, ouais, ça commence à se dessiner là, en cette fin de course. Et bon, moi j'ai hérité d'une forme à -3 avec Stefan Kung, qui n'a pas encore son pic. Asgreen et Ben Turner étaient sortis dans le final. Que va-t-il advenir de cette petite tentative? Moi je tente un coup avec Louis Heskey, mais ça c'est vraiment pour rigoler. Dylan Van Baarle, vous voyez, entre-temps, était sorti et avait dépassé Asgreen et Ben Turner. Et dans cette enfilade de virages, c'est assez intéressant parce que la petite enfilade de virages fait que les sprints ne sont pas réellement, comment dire cela, ne sont pas, on n'est pas en ligne droite, donc il y a tout le temps un arrêt du sprint. Finalement, si vous tenez une certaine position à 3 virages de la fin et que vous n'avez pas une accélération trop moisie, genre 65, il y a en fait de fortes chances que vous vous mainteniez dans le top 5, quoi. Et c'est ce qui va arriver. Dylan Van Baarle ne sera pas repris et Louis Heskey prend une place d'honneur. Tiens, ça fait 2 finalement après Bruges-La Panne. 2 bons résultats, deux bons résultats pour Louis Heskey. Allez, on y arrive. Le Tour des Flandres. Alors là, c'est vraiment le rendez-vous qu'on attend. Le top 10 qui nous est demandé n'est pas du tout hors d'atteinte par rapport aux sponsors, hein. Donc ça, c'est pas vraiment mon inquiétude. Mon inquiétude, c'est plutôt comment faire pour arriver à battre à la fois Mathieu Van Der Poel. On regarde quand même les Soudal Quick Step, hein, avec méfiance autour de Casper Asgreen, mais surtout la doublette de Jumbo-Visma, Van Aert et Van Baarle. Donc là-dessus, il y a vraiment de l'interrogation. Moi, j'ai hérité donc d'un +2 avec Kung, ce qui n'est pas mal, et d'un +2 avec Valentin Madouas, ce qui est bien aussi. On est en situation, en tout cas, de pouvoir faire quelque chose. Les gars sont en très bon niveau de préparation également, donc ça veut dire qu'ils ont leur petit point bonus. Donc ça va. Là, c'est le petit passage dans le mur. Voilà, donc
Dans ce passage-là, pas grand-chose n'arrive. La course ne se décantera que plus tard. Alors après, je me suis fait le raisonnement suivant. Je me suis dit, sur le Tour des Flandres, ni Madouas et ni encore moins Stefan Kung ne peuvent espérer arriver et sprinter victorieusement dans un groupe de 4 ou 5. Parce que c'est pas eux qui vont aller chercher cette victoire-là. Ce sera plus quelqu'un comme Mathieu Van Der Poel ou Wout van Aert. Voire Asgreen, que j'ai vu dans la partie test avec Trek Segafredo, devenu Lidl Trek, faire ça et emporter finalement la décision au sprint sur un petit nombre sur certaines courses. Donc on sait qu'on va pas gagner de cette manière-là. Du coup, je me dis, ça c'est le deuxième passage au vieux Quarmont, je me dis qu'il faut absolument qu'à un moment donné, je me donne les moyens de tenter quelque chose. Il faut être un peu offensif, comme je l'avais été sur le Grand Prix de l'E3, c'est-à-dire, autant vous verrez qu'avec Gaudu, j'ai plutôt une attitude globalement défensive à de nombreux moments d'une course par étape, autant sur une classique comme celle-ci, il y a vraiment la nécessité. Ici, c'est Bram Walton qui met Valentin Madouas sur orbite. Voilà, on va aider à ce que la cassure se fasse. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à tenter, là, à 50 bornes de l'arrivée. C'est peut-être le moment de sortir, en fait, pour Valentin. Après, on sait bien que c'est difficile de gagner en sortant de là, mais comme ma carte principale, c'est quand même Kung, est-ce qu'il n'y a pas moyen, voilà, vous voyez, avec Ben Turner, par exemple, on en emmène 3 ou 4 avec nous, là, peut-être. On avance, finalement, derrière, ça se regarde, ça laisse prendre de l'avance, etc. Le scénario, vous le connaissez. Bon, alors, le malheur, c'est que Wout van Aert a tout de suite réagi. Mais après, moi, ça me va, parce que si Van Aert, Van Der Poel s'excite, pendant ce temps-là, Kung, il se fatigue peu. Regardez, voilà, hop, ça se relève légèrement. Parfait. On prend là la minute dont on pouvait avoir besoin avec coéquipiers de Van Der Poel là, qui viennent aux avant-postes pour essayer de rouler, eux. En plus, devant, il y a Benoît. Donc, à la limite, Benoît, Madouas, Turner, allez, ça se joue. C'est franchement une chance sur 3 pour chacun. Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, globalement, sur ce profil-là. Et donc, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose ici, vous voyez l'écart qui est bien monté à ce moment-là. Une 30 environ entre les deux groupes. À ce moment-là, on essaie quand même de surveiller. Pour ça, je reste avec Kung, parce que je veux quand même surveiller une éventuelle contre-offensive de Van Barle ou de Wout van Aert. Et ici, pareil, on a Benoît qui participe plus, il y a Turner qui s'est barré, on a repris quelques petits attardés, on voit que Van Der Poel dans le dos est sorti, parce que vous l'avez vu, il est juste derrière à 7 secondes ici, voilà. Mathieu Van Der Poel est là, avec notamment Mads Pedersen. Van Der Poel qui ici va donner le max, toujours dangereux le Tyenberg, c'est un endroit vraiment où pas mal de choses peuvent se décanter. Il y a des mouvements en fait qui se font et des vraies différences. Voilà, on est toujours bien situé. Regardez, il y a toujours une vraie avance pour ce groupe-là. Alors je pense j'aurais perçois un jumbo là qui est sorti. Là par contre c'est fâcheux. Il y a quelqu'un qui est parti en contre. Mais moi à l'avant, à la limite, j'ai 2 cibles. Van Der Poel, Pedersen et pourquoi pas. Pourquoi pas avec un bon Valentin Madouas à +2. Ça peut vraiment se jouer. Donc là, participons, mais sans se brûler non plus. Regardez, il y a un vrai écart, on va le voir. En tout cas, voilà, ce groupe est bien parti. Et on va pas tarder à rebasculer ensuite sur le vieux Quarmont après le prochain, voilà, au Tondberg. Ici, on peut avoir aussi de vraies différences, notamment des écarts bouchés, j'ai remarqué, sur le Tour des Flandres, sur cette difficulté-là. Et on va voir si c'est le cas. Est-ce que quelqu'un sort de l'arrière ou est-ce que les gars préfèrent, je dirais, attendre. Et on voit Ben Turner, on l'a repris là, c'est bon. On a repris Ben Turner, ça revient avec Van Der Poel qui a bien donné. Beaucoup d'efforts pour Van Der Poel. Pedersen, peut-être à l'offensive, vous allez voir dans quelques secondes, alors que derrière, ça commence à s'exciter au niveau Jumbo-Visma.
Et oui, en fait, avec Tige Benoît à l'avant, face à ce qu'on voit en face, surtout attaque de Pedersen à ce moment-là. Mais ils sont mal lotis au final. Van Aert et Van Barle sont enterrés. Hein. Donc moi je comprends que ça roule là à ce moment-là. Même si c'est un peu insultant pour le Tiche, mais ça c'est juste pour rire que je le dis. Allez, en plus il y a d'autres équipes qui ont intérêt à rouler. Honnêtement, ça va, ils sont pas les seuls, donc c'est quand même un peu rassurant quelque part. Où sont les Soudal Quick-Step? On peut se poser la question ici. En tout cas, moi je donne quelques relais quand même, hein, modérés mais relais. Pedersen a pris une jolie avance, hein. Et puis regardez ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que s'il y a bien un endroit dans lequel il y a des différences inouïes qui se font sur le Tour des Flandres, c'est bien le 3e passage du vieux Quarmont. Donc là, on voit Madouas, Van der Poel qui prend plus de relais, Benoît qui prend plus de relais, Madouas qui se vide la barre. Et regardez, il y a la fusée Wout qui va passer, hein. Alors que Pedersen a construit une solide avance, mais en fait c'est sur la non-participation à l'échappée de la part des deux autres. Et ils ont tout laissé à Madouas. Il y a Turgis qui a pris la roue là de Wout van Aert. Kung qui était en fait bloqué en bas du vieux Quarmont. On le verra un peu mieux tout à l'heure sur une sorte de... On reprendra un peu ces images-là pour voir un peu comment les choses se sont passées, mais je peux vous le dire en tout cas, Kung mal positionné. Normal, j'étais focus sur Madouas, mais c'est pas grave, regardez. Stefan Kung peut revenir. Regardez, finalement, Pedersen, il est avalé en haut du Paterberg, dépassé, complètement laissé sur place par Wout van Aert. Stefan Kung à l'offensive, il y a moyen de faire quelque chose là, parce que Van Aert a beaucoup donné, et on peut peut-être le reprendre avec Kung. Regardez, Kung est sorti seul, moi ça me va, hein. Et puis surtout il a beaucoup de barres. Donc tant qu'il emmène personne avec lui, à la limite le travail, il est bon à faire. On va là aussi traverser complètement Pedersen. Ok, salut, on se revoit à l'arrivée mon grand. Et on est en pourchasse là de Wout van Aert. Donc 24 secondes, ah zut, repris par Turgis, Van der Poel et Asgreen. Bon derrière c'est terminé, enterré. Du coup là je me dis, bon allez, les gars, je donne un relais moi, hein, je continue à rouler. Hein. Et là les types se relèvent. Waouh. Et là je vous avoue, j'ai eu énormément de frustration de la non-participation de Van der Poel, Turgis, qui venait juste de rentrer, Asgreen aussi, je crois. Et donc, bon, on en remet une avec Kung, mais honnêtement, c'est très très ralent. Et on va terminer sur la barre jaune si possible. Alors, les Turgis, il lui en reste beaucoup. Donc, Turgis, il pouvait rouler s'il le voulait. Bon, devant, vous l'avez compris, c'est enterré, c'est clos. Wout van Aert était le plus fort sur ce Tour des Flandres. En tout cas, il était peut-être le plus fort, mais on a surtout manqué de collaboration au moment de le reprendre. Moi je dirais donc, et on va le revoir, jolie 8e place pour Ganna, Van der Poel terriblement battu, Van Barle vient faire 5, Turgis jolie 3e place, Pedersen finalement 4e quand même, il s'est repris. Donc exceptionnel Wout van Aert, magnifique, tout ce qu'on veut. Moi je suis très content en plus quand c'est un Cador qui prend comme ça une victoire majeure du calendrier. Je trouve que c'était plutôt un beau Tour des Flandres. Je regrette simplement que quand Turgis et les autres reviennent, ils n'apportent pas le moindre relais, ils se relèvent tout de suite en fait. Là, ce sont des cas de figure où j'ai l'impression de courir seul contre 4 ou 5. Et ça peut un peu me décevoir. Jolie 9e place, tiens, j'avais pas vu pour Tim Wellens. Regardez, le moment clé, hein, si on remonte un peu en arrière, moment clé, c'est cette échappée. Bah ouais, elle se passe super bien. Elle se passe bien, il y a même, voilà, il y a Van der Poel après qui va rentrer. Turner qui choisit d'y aller seul, à mon sens, c'est une erreur. On aurait mieux tenu avec Turner s'il n'avait pas été à ce moment-là, s'il n'avait pas voulu attaquer. Il aurait mieux valu rester groupé, même si Benoît ne roulait pas, mais il avait un peu roulé au tout départ. Après, avec Van der Poel, c'était nickel. Pedersen, Turner, là, tu vas au bout. Tu as une vraie avance sur le peloton, même si après, on sait que ça peut rouler comme des forcenés. Il y a ce vieux Quarmont dans lequel on peut boucher pas mal. Ça, c'est l'attaque de Pedersen que j'ai pas vu vous montrer à vitesse réelle, puisque j'étais sur le groupe à l'arrière. Toujours une attaque dans le dos, hein, ça, on a un peu l'habitude, mais ça, on vit avec, parce que au moment où Pedersen fait cette attaque,
Moi, je sais qu'on va le reprendre. C'est trop tôt pour partir, sachant qu'il y a ce vieux Quarmont derrière et que le type se retrouve forcément à court de barre. Fred Wright ici, qui, c'est pour Mohoric, hein, on va pas l'accuser ici de rouler pour rien. C'était pour Mohoric. Et Van Aert, en fait, qui va comme ça, vous voyez, traverser tout le monde. Ça va être somptueux. L'effort dans le vieux Quarmont. Moi, en dessous, j'ai Kung. Vous voyez, il est un peu bloqué, là. Il est bloqué carrément. Hein. Et oui, mais ça, c'est du mauvais positionnement. Il faut pas se faire bloquer. Mais ça dépend que de nous, joueurs. Allez, voilà. Exceptionnel, quoi. Le mec a laissé tout le monde sur place. En fait, il a fait une course d'attente très maligne, en envoyant Benoît à l'avant. Même Van Barle ne lui a pas vraiment servi autre qu'équipier ou quand il fallait comme ça revenir sur les hommes échappés. Et après, le mec se met à rouler dans le vieux Quarmont et Paterberg. Et après, vas-y, bonne chance pour me reprendre. Regardez, en plus là, moi j'ai l'impression vraiment de rouler très fort parce que ici, Kung n'attaque pas. Hein. Il est juste en effort à 88. Effort de relais pas infini, juste relais normal, ça suffit. Et on est repris, d'accord. Bon, très bien. Et les autres qui font vraiment le forcing, vous voyez Turgis notamment qui roule très fort, Van Der Poel qui roule aussi à blinde, Turgis qui est vraiment à l'origine hein, de ce rapprochement. Moi ici en plus, bonne poire, je me dis, je continue. Les mecs récupèrent à la limite, ils viennent d'arriver. Mais au moment où j'ai envie, allez, vas-y, passe, je veux un relais. Et là, ça se relève. Donc, quand même, j'ai eu un peu mal de voir ça, même si dans la foulée, il y avait Van Barle qui avait limite un peu bouché l'écart par sa petite attaque un peu contre nature, on va dire. Et là, en plus, on dépose tout le monde. Bah oui, c'est logique. Ils sont un peu fatigués, mais je reste persuadé que vu la manière dont ils ont réagi après, il leur en restait. Donc une gestion de la barre par l'IA. Oh là là, Turgis qui a failli coiffer Kung hein, pour la deuxième place. Gestion de barre d'effort par l'IA qui était quand même assez décevante parce que je pense qu'on avait presque le moyen de coiffer Van Aert au poteau. Voilà, ouf, je reprends mon souffle. Changement total de décor. Tour du Pays Basque dès le lendemain. Pourquoi est-ce que je vous mets cette photo de transition ? C'est parce qu'effectivement, Vingegaard et Pogačar sont là. Remco n'est pas là. On a vu que Remco avait survolé Tirreno, puis le Tour de Catalogne. Et ensuite, écoutez, il n'est pas aligné sur le Pays Basque. Quelque part, tant mieux, ça donne la place aux autres de pouvoir un petit peu s'illustrer. J'espère vraiment de tout cœur qu'on retrouvera Remco sur le Giro. Ça m'embêterait beaucoup qu'il soit aligné sur le Tour de France comme je l'ai vu dans ma partie avec Trek. Sur ma partie avec Trek, Remco n'est pas allé sur le Giro. Donc j'espère vraiment qu'il ira. Après, Egan Bernal aussi est de la partie. Attention à lui. On notera aussi la présence d'un très bon Skjelmose. Qui d'autre ? Simon Yates aussi dans les parages. Il y a Jay Hindley. Il y a beaucoup de très bons coureurs. Mathias Almeida également. L'équipe autour de Pogačar est très forte sur ce tour du Pays Basque. Soler, je crois, est là. Adam Yates, en tout cas, est présent aussi. Bref, sur cette étape qui n'est pas très excitante, la première, on a tout de même l'occasion de voir que Bardet, Landa, il y a beaucoup de gens de très bon niveau qui sont présents. Et donc, ce Tour du Pays Basque s'annonce relevé. J'ai oublié de mentionner, quelle erreur totale, il n'y a pas que Vingegaard du côté de Jumbo-Visma, il y a aussi évidemment Primož Roglič. Voilà, donc le tableau est complet. Là, on va tenter notre petite chance avec Kevin Geniet, on sprint un peu avec Gaudu, Storer, bon peu importe. C'est Axel Single qui va s'imposer devant Chris Neylands et Poggi qui prend déjà une petite bonification. C'est un Tour du Pays Basque avec bonification. Vous savez qu'on a dans les années précédentes connu des Tours du Pays Basque sans bonification à l'arrivée.
C'était une petite spécificité à un moment donné de cette épreuve dans le calendrier. C'était un petit peu rare hein, d'avoir comme ça une course par étape sans bonif à l'arrivée. Bon, bah, ce n'est plus le cas. Et donc, Zingler est leader devant Neylands et Pogačar au gré des bonifications. Sur ce, deuxième étape, on constate que le pic de David Gaudu est en train de s'achever. Donc il y avait mieux à faire, c'est ce que j'inscris là en commentaire. Il y avait mieux à faire en termes de prévision de pic, puisque j'avais délibérément joué Paris-Nice sans pic de forme, et que on avait aussi prévu plutôt que ce pic tardif, c'est-à-dire avec le seul bonus objectif sur Paris-Nice, ce pic ne soit effectif que pour Catalogne et surtout Pays Basque. En l'occurrence, bon bah, on aurait pu le retarder, il aurait fallu supprimer 2 jours de course, ou peut-être même le Tour du Var, va savoir, 3 jours de course. Et comme ça, on aurait reculé suffisamment pour avoir un pic qui va jusqu'au bout du Tour du Pays Basque. Après, il a duré 19 jours et on sait que la fourchette, c'est 18 à 24. Donc, j'ai pas non plus de regret absolu, parce qu'il y a de l'aléatoire dans tout ça et que moi, je peux espérer 21 de moyenne, hein, si on est entre 18 et 24, et j'ai 19, donc on est plutôt mal payé. En fait, ça n'empêche pas du tout l'équipe autour de David Gaudu de pouvoir le soutenir de la meilleure des manières. Michael Storer, vraiment très fort, Kevin Genietz. Après, j'ai emmené des gars, il y a aussi Bruno Armirail, qu'on a pas mal vu hein, dans ses premières vidéos d'année. Après, il y a des gars que je vous ai un peu moins montrés, de type Scottson, et surtout Romain Grégoire. Alors juste, je vais commenter la fin de cette étape, puis après je vais vous parler un peu plus de Romain Grégoire dans ma partie. Donc, que se passe-t-il? On voit, hein, c'est très musclé, Ineos aux avant-postes, UAE bien présent, Alaphilippe qui a des fourmis dans les jambes, la descente s'amorce, et en fait, elle s'amorce pas, là c'est un petit plateau, et après on va pouvoir amorcer la descente, au bout de laquelle on aura attaque de Jane Lee, au bout de laquelle on aura la ligne d'arrivée. Hein. Donc c'est une arrivée en descente. C'est important à signaler, parce que ça a quelques petites spécificités sur PCM. C'est que oui, c'est Higuita qui est parti. Ouais, voilà, c'est ça. Sergio Higuita de Bora Hansgrohe. Et là, je me dis, non mais attends mec, souviens-toi, dans une descente, tu ne perds pas de barre. Donc mets-toi à sprinter tout de suite. Je me dis donc tout de suite, Genietz, tu sprintes. Et ce qui est rigolo, c'est que ça, l'IA le gère mal. Et on va se retrouver avec victoire de Kevin Genietz devant David Gaudu. Higuita prenant la 3e place. En fait, les positions au moment de l'amorce de la descente, après l'attaque de Higuita, n'ont quasiment pas changé. Les 4 premiers sont restés les 4 premiers, un peu dans le désordre. Mais voilà qui nous surprend, cette victoire de Genietz. Je vous dis, l'IA gère mal lorsqu'il y a une arrivée en pure descente. À ce moment-là, c'est presque cousu de fil blanc pour le joueur humain. C'est limite facile. Donc bon, bah du coup, Zingler toujours leader. Genietz revient 2e. Et surtout, moi c'est ça qui m'intéresse, Gaudu est leader virtuel parmi tous ceux qui peuvent prétendre au général de ce Tour du Pays Basque. Donc on a 2 secondes d'avance sur Tadej Pogačar. Au moment d'attaquer une étape super importante parce qu'elle termine par un mur. Alors mur, comme son nom l'indique ou le sous-entend en cyclisme, donc court, mais à très très fort pourcentage. Donc là, il faut être mis sur orbite par ses équipiers. Donc voilà, on va s'économiser, on va se gérer, puis au moment opportun, on va se lancer. Ce qui me laisse 1 minute pour parler du cas Romain Grégoire, comme promis juste avant. Romain Grégoire était planifié, sa présence était planifiée sur Tirreno Adriatico. C'est un vrai espoir du cyclisme français qui est là, et au même titre que par exemple peut l'être Lenny Martinez, ou peut-être à un degré moindre Paul Penouet, qui pour le coup m'intéresse. Je suis même, parenthèse dans la parenthèse,
en train de me dire que sûrement que numériquement et en termes de rôle dans l'équipe, Desmar sera remplacé par Penouet pour ma part dans cette partie. Sauf, je vous dis, si je flash sur un sprinter type l'italien Milan, Jonathan Milan, mais sinon, ce sera Paul Penouet qui aura un rôle meilleur. Donc, ça c'est une parenthèse dans la parenthèse pour dire que Romain Grégoire m'intéresse énormément. Romain Grégoire, vu ses notes à ce stade-là, a le potentiel pour être, peut-être pas à la Philippe, mais en tout cas être un très très bon puncher. Donc je le suis de près, et malheureusement j'aurais déjà dû vous le montrer sur Tirreno, où il avait un pic prévu. Oui, sauf qu'en fait en février il a eu une très grosse blessure en course, et il s'est blessé peut-être plus d'un mois ou un mois et quelques, 5 semaines peut-être même, et ça a foutu sa condition physique complètement en l'air. Pour ça que quand je passe sur lui, vous pouvez peut-être vous apercevoir qu'on est à 60 et quelques % de forme, ce qui est presque indécent pour s'aligner sur le Tour du Pays Basque, mais en même temps, il lui faut des jours de course, je joue cette course-là, voilà, bon. Donc Romain Grégoire est là finalement juste pour faire tourner les jambes, on est d'accord, et donc je lui ai prévu le Tour de Suisse comme objectif futur. Ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo de planification, épisode 1, tout comme Lenny Martinez d'ailleurs. Donc le Tour de Suisse, ce sera un peu l'occasion de découvrir notre jeune génération à l'œuvre parmi les grands. On verra après quels sont les plateaux. On s'accroche. Pogacar, tout le monde attaque là, à la Philippe, machin. Moi, je reste sur de l'effort curseur, tout va bien. Et on ne s'affole pas en fait. 8 km, c'est long. 8 km, ça laisse largement le temps de peut-être prendre une bonne roue ou alors se faire emmener par Michael Storer et Kevin Genietz par exemple. Dès lors, on a tout simplement voilà, un petit alignement, Storer, Genietz, Gaudu, Storer à blinde qui va mettre sur orbite ensuite Genietz en espérant qu'ensuite David Gaudu puisse conclure dans le mur final. Donc ça c'est le projet. Je veux prendre le maillot de leader en fait sur cette étape-là, ou alors je joue pas à PCM et puis j'arrête d'avoir envie de gagner. Je veux dire, c'est tout. Donc on s'en fout du réalisme là, on n'est plus là-dedans. On est juste à essayer de gagner avec ce qui nous est donné. Allez David, allez mon grand, tu peux le faire, surtout que David Gaudu, IRL, peut prendre une étape comme celle-là, sur son punch, il peut complètement... Ça va être bon, regardez, on va la prendre. On va être de peu devant Mathias Skelmose, devant Egan Bernal, que vous voyez sur la droite, Jay Hindley un peu en retrait. Et ce qui est très très intéressant, regardez, je prends la route exprès avec Genietz, j'attends, pour augmenter l'écart avec Poggi. Voilà. Roglic et Pogacar, notamment, ont perdu du temps sur David Gaudu au sommet. Vingegaard à la rue. C'est soit à la rue, soit aux fraises. J'ai voulu faire un remix des deux. Donc victoire hyper lucrative ici de David Gaudu. Regardez, crédité de 21 secondes de retard, Pogacar et Roglic. Avec la bonif, ça fait 31. On gagne 31 secondes là-dessus. Et honnêtement, c'est un vrai... pas en avant vers une potentielle victoire sur ce Tour du Pays Basque qu'on a fait là. Désormais, je vous en parlais pendant le Tour des Flandres juste avant, désormais, peut-être qu'une attitude défensive qui consiste à protéger notre écart tout en surveillant quand même Bernal et Skelmose qui sont très proches, peut nous emmener à la gagne. Donc, on a gagné l'étape qu'il fallait, on a pris la bonif et l'écart. Peut-être que maintenant on peut regarder, surtout que les 3 prochaines arrivées sont quasiment à plat. Après, soit une descente, soit un petit enchaînement de bosses. Donc ça, c'est à prendre en compte. Il faut toujours regarder le profil des étapes à l'avance. Vous savez qu'en fait, si tu prends le maillot à l'étape 3, peut-être que derrière, tu peux conserver ce maillot de leader. Donc, à voir. En tout cas, c'est mon objectif, très très clair. Étape 4, vous voyez, un peu accidenté par son milieu d'étape.
Derrière, il y aura une grosse difficulté avant la fin, mais descente, puis léger replat. Donc on n'est pas non plus très angoissé. Gaudu à -1, ça nous fait ni chaud ni froid. C'est normal, son pic de forme vient de s'achever, donc il hérite d'une forme tout à fait médiocre. Et on va comme ça s'accrocher pour être présent. Alors, des offensives, certains vont en tenter. Tout ce qu'on veut, nous, après, c'est protéger avec les équipiers et emmener David dans la roue. Michael Storer, toujours vraiment présent. Hein. Toujours très présent, Storer. Génial. Je vous dis, j'ai hâte d'être au Tour de France avec cette équipe-là. Parce qu'avec ces coureurs que j'ai choisis pour accompagner David Gaudu, honnêtement, je sens l'équipe solide. Voilà, donc c'est plutôt cool et la partie est agréable à jouer, je le précise. Derrière, il y aura Roubaix. Les Ardennaises vont aller très vite. Tour de Romandie également. Ça sera le menu de l'épisode 6. Et puis, dans la foulée, on va se lancer sur le Giro. Et puis après, ce sera objectif Tour de France. Donc, vraiment, je me projette sur ce tour. Il devrait être vraiment cool à jouer. Kevin Genietz qui va sprinter. Là, je me suis vu beau, en fait. Je me suis dit, allez, on part tous les deux. Genietz, vraiment en chaleur, hein, vraiment. Tu sprintes avec David? Ouais, bon là, t'es rattrapé par la réalité de PCM, et tant mieux. C'est que t'as lancé ton sprint trop tôt. C'était une vraie bêtise. Et Primoz Roglic devant Ciel Moseux, décidément, une nouvelle fois deuxième, et Ben Thiollet, qui complète le podium de l'étape, viennent quand même au nez à la barbe de Gaudu, qui s'est lancé de trop tôt. Donc, erreur de ma part. Récupérer du temps et peut-être se repositionner au général. C'est ce qu'on va voir de suite. Général, au soir de l'étape 4, après cette belle victoire de Primoz Roglic, on sait qu'il est très puncher sur PCM notamment, mais pas que. Voilà, il y a 6 secondes sur Schelmose et Roglic est revenu à 27 secondes pendant que Tadej Pogačar est à 33 secondes. Voilà un peu ce qu'il faut avoir en tête. Et puis il y a un autre sujet là dont je veux parler, c'est le relatif naufrage de Jonas Vingegaard depuis ce début de saison. Je peux aussi associer le petit naufrage que j'ai vu en quelques mois avec Lidl Trek sur quelques courses de niveau World Tour également. Et voilà, je suis très surpris. Il semblerait que... Moi j'ai 2 hypothèses. Que le mec n'existe pas, hein, en fait. Hein. Il n'existe pas alors qu'il a des notes qui pourraient laisser penser que son rôle puisse être majeur avec ces notes-là sur PCM. Donc c'est pour ça que je comprends d'autant moins. Alors moi j'ai deux hypothèses. La première, c'est un problème de gestion du coureur et de mauvaise adaptation à ses notes. En gros, il est mal joué par le jeu, par l'IA. Ça, c'est donc, là, je parle quasiment de gameplay, en fait. Hein. Il attaque à contresens, voilà. Mauvaise gestion de barre, mauvaise gestion d'effort curseur, que sais-je, d'attaque, voilà. De niveau d'effort, bref. Et donc, hypothèse un peu au doigt mouillé, hein, celle-ci. Et l'autre, finalement, c'est une hypothèse selon laquelle le coureur serait juste mal géré, mais là, cette fois-ci, dans sa planification. Auquel cas, il se retrouverait assez systématiquement mal préparé. Par exemple, là, il n'aurait toujours pas touché un pic de forme, et voilà, il peut y avoir facilement, de toute façon, des retards, hein, même quand on essaye de bien faire soi-même. Donc voilà, c'est ma deuxième hypothèse, c'est l'erreur de planification, la mauvaise planif. J'ai déjà vu ça chez Jumbo-Visma depuis qu'on a changé de système de planification. Attention ici, attaque de Pogačar imminente, sachant que ça part à la Philippe Bilbao probablement, hein, Buitrago, pardon, et Jane Lee, avec Michael Woods dans les bases, Romain Bardet très probablement, Roglic, Elmose. Donc
dans ce final de l'étape 5, il y en a qui ont des fourmis dans les jambes. Et on peut voir que, vous voyez, j'essaie de contrôler, enfin, autant que faire se peut, j'essaie de contrôler. Alors, passe d'une roue à l'autre. Là, c'est Pogacar qui me paraissait être l'épouvantail. Et puis, regardez, on va avoir une petite surprise. On va se faire traverser par Hindley, Roglic, Blam. Ça part à tous les deux. Et on est très très proche de l'arrivée. Hein. Donc là, elle est pour qui celle-là? Vous l'avez deviné. Hein. Elle est pour Primoz, bien sûr, puisque lui, il est capable de terminer mieux que Hindley sur ce terrain-là. Par contre, David Gaudu, regardez, ouais, récupère 4 petites secondes de bonification. Important d'aller chercher ces 4 petites secondes-là face à Mathias Sjelmose, qui était un vrai danger. Et puis vous verrez que pour l'étape 6, il y aura de nouveau suspense parce que Roglic s'est rapproché. Regardez là, il va y avoir crédit d'un petit écart de temps pour Primoz Roglic. Attention, il y a le feu. 9 secondes plus les 6 de différence. 10 contre 4, ça veut dire que David Gaudu perd 15 secondes sur Roglic. Sur celle-là, regardez. Sjelmose se retrouve à 10 secondes, Roglic à 12, Hindley 14, Bernal 24. Bon, après on fera toujours gaffe à Pogacar à 37 secondes, parce qu'on sait jamais, le mec est capable de partir dans un numéro de funambule et de peut-être récupérer beaucoup plus que ça. On sait pas. En tout cas, moi ça, je l'ai déjà vu, hein, donc je me méfie. Quoi qu'il en soit, il va falloir protéger ce maillot de leader sur cette dernière étape. On a nos hommes qui sont relativement... ils sont en moyenne, ils sont autour de 0 hein, de forme du jour. Ce qui est intéressant, c'est que Genietz et Storer sont à +1 chacun. D'ailleurs, Gaudu aussi, +1. Allez, c'est jouable, franchement. C'est jouable comme ça. Et puis là, il va falloir juste être solide. Il y a de nombreuses ascensions. C'est peut-être l'étape la plus montagneuse. Elle serait absolument terrible si l'arrivée se faisait à un sommet. Un peu comme l'étape 6 qu'on connaît là, de celui de l'an dernier, là, de Tour du Pays Basque, qui était franchement beaucoup plus coquine que celle-là ou qu'il n'y en ait eu sur ce Tour 2023, Tour du Pays Basque. Donc bon, j'estime qu'on s'en sort pas mal. En plus, il n'y avait pas de contre-la-montre individuelle ce coup-là. Donc c'était peut-être l'occasion ou jamais, en vérité, de gagner avec David Gaudu. Même si on a vu que David Gaudu, en fait, est loin d'être ridicule sur contre-la-montre. Hein, il est quand même assez performant dans le jeu et peut-être même dans la réalité, voire il y a quelques jours, où le gars fait un très bon contre-la-montre sur le Tour de France. Alors, vous voyez, on est toujours là dans la succession de difficultés. J'ai pas voulu non plus en faire des tonnes en termes de minutes de résumé. On se comporte... Celle-là est intéressante, hein, mine de rien. 5 km à plus de 8% de moyenne. Voilà, ce sont des successions de ce type de difficultés-là. Alors, Gaudu, hein, si vous me passez l'expression, parce que quand même un personnage très illustre, quadruple LOL, qui s'est permis de le dire, donc je vais faire comme lui. Hein. Gaudu, lui, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Hein. L'histoire de... Ouais, un tel qui attaque, un autre, les enchaînements comme ça, il n'y a pas de problème. Le mec est hyper fiable, hyper régulier. Par contre, attention, dans le final, on pourrait peut-être céder face à Primoz Roglic. Je me méfie beaucoup du Slovène, parce que Primoz est quand même très très explosif. Et là, il y a vraiment moyen de subir quelque chose. Hein, donc, Alaphilippe, je trouve qu'Alaphilippe se perd un peu en attaque limite absurde par moment, ou en tout cas il y a un peu de désorganisation dans sa stratégie. Attention, Pogacar qui attaque.
Je me méfie d'E-Born, ça peut lui suffire pour reprendre 30 secondes. À Poggy. Donc, pas évident, parce que vous avez vu, j'ai perdu Storer, j'ai perdu Genietz, et évidemment tous les autres. Donc là, on doit compter nos cartouches. On ne peut pas se permettre de sauter sur tout ce qui bouge. Il faut juste faire un peu... Voilà, Pogacar qui en remet une. Waouh. Quelle mine. Quelle mine. Là, c'est soit ça roule bien derrière, mais nous, on ne peut pas mettre plusieurs cartouches dans le final. Sinon, on termine, on n'a plus de barre. Donc voilà, très très tendu. Je prends temporairement la roue de Skelmose. Attention, Hindley. Ah, Vingegaard, tiens, ça y est, c'est réveillé. Mollema, waouh. Mais quel sprint de Mollema. Et finalement, regardez, on l'attendait pas. C'est Pello Bilbao qui gagne cette étape-là. Pogacar prend les points de troisième, il les vole à son camarade Primož Roglič. Suspense total par rapport à l'écart. Si vous avez regardé, vous avez vu 13 secondes d'écart. Aïe aïe aïe. 13 secondes, c'est peut-être juste ce qu'il faut pour que Primož Roglič reprenne in extremis le maillot de leader et s'impose sur ce Tour du Pays Basque. Déjà qu'il n'a pas pris la bonif, c'est un cadeau du ciel. Et là, ouf, lui-même a été crédité de 5 secondes de malus par rapport à Pello Bilbao, ce qui veut dire que l'écart est de 8 secondes, et donc David Gaudu s'impose au final seulement de 4 petites secondes au général après 6 étapes sur Roglič. Donc que ce fut serré, mais c'était plutôt cool à jouer. Incertain. On peut juste peut-être reprocher le côté un peu répétitif de ces étapes, sans qu'il y ait réellement une qui se dégage et qui soit, on va dire, je ne sais pas, marquante, emblématique. Voilà. Mais c'est le seul bémol, sinon c'était plutôt sympathique à jouer. Transition toute trouvée le lendemain, Paris-Roubaix. Alors là, c'est quand même très très important pour nous. Juste pour dire que David Gaudu va certainement arrêter sa première partie de saison à cet endroit-là. Il aura été sacrément efficace, souvent victorieux, et en tout cas toujours très bien placé. Donc mini bilan sur David, qui, voilà, je vous dis, il a régalé. Il prend Paris-Nice, il prend le Pays Basque, il fait 3e en Catalogne, et il a même gagné 2 courses sur 3 en préparation. Donc là, ça se passe vraiment bien. Vous voyez, j'avais laissé petite zone à 95 pour Amstel et Flèche Liège. Je suis pas sûr que David y participera. On va voir. Peut-être le relever là et l'économiser, parce qu'après, il redémarrera sur le Dauphiné. Il y a des stages aussi prévus, et puis le Tour de France. Donc, on va voir. Il est possible qu'on ne revoie pas Gaudu avant le Dauphiné. Je verrai. Paris-Roubaix. Nous y voici. Alors là, attention. L'objectif du sponsor, il n'est pas facile, mais c'est tout simplement la victoire. Le sponsor, alors là, je sais que c'est un peu aléatoire. J'estime avoir été un peu malheureux en tirant au hasard, en tirant finalement victoire sur Paris-Roubaix, parce que pour aller chercher une victoire sur Paris-Roubaix, moi je gagne pas souvent, je sais pas vous, mais comme ça en extrême, je suis même pas sûr que si j'avais Van Aert, je gagnerais systématiquement, quoi. Je trouve que c'est assez dur à jouer, mais regardons un peu ce qu'a donné celui-ci. Alors, donc les forces en présence. Madouas plus 2. C'est cool, ça c'est un vrai cadeau. Stefan Kung plus 3. Je cible quelques zones. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que, bon, déjà il y a toutes ces crevaisons, j'ai même pas besoin de l'aborder, parce que ça peut être vraiment dramatique à tout moment. On peut tout perdre en fait, alors qu'on a fait tout bien. Mais au-delà de ça, vous voyez, les petites chutes, des crevaisons, tout ça, bref.
On n'a pas été exempté, hein, mais après tout, c'est le jeu, hein, c'est rigolo. Et je pense que... Parce que on va jouer pour Kung, on est d'accord, non? On joue pour Kung, fatalement, parce que Madouas, c'est pas encore le gars qui va pouvoir gagner là, je pense. Je dis pas encore, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il peut prendre 1 ou 2 points en pavé ou en plaine, mais de base, c'est insuffisant. Les notes. Arnaud Desmar, il a quand même été un peu saccagé par la database. Bon, on a compris. Donc, les gens qui ont fait ça estiment qu'Arnaud Desmar est donc sur le déclin, voire même n'est plus très loin de ne plus exister sur le plan cycliste. Bon, je trouve ça un peu injuste, mais bon, bref, on sait comment fonctionnent ces notations-là. Et du coup, puisque c'est pour Kung, et que les deux autres cadors de cette équipe alignée là, Madouas, Desmar, vont lui servir d'équipier de luxe, sachant que les stewards, Olivier Le Gac, Aski et le petit Clément Davy vont avoir un vrai rôle, hein. Outre même la protection, ils peuvent à tout moment avoir un très très gros rôle, on va le voir. Mais je dois faire la différence sur un secteur pavé très très difficile, voilà, c'est vite résumé. Il faut tenter quelque chose. Et quoi de mieux que se lancer à presque 70 km de l'arrivée avec Valentin Madouas dans un secteur à 3 étoiles. Vous voyez, on est 4 étoiles, pardon, excusez-moi. On était sur un secteur à 4 étoiles. Mais le problème, c'est que je vois à ce moment-là que je suis très très vite repris par les Jumbo-Visma. Il y en a par contre à qui ça a donné des idées. On a aperçu, c'était Ben Turner et Anthony Turgis, n'est-ce pas? Ou alors ça y ressemblait. Bah tiens, je vous parlais d'Olivier Le Gac. Mais voilà, c'est son tour de rouler. Olivier a de bonnes notes. Hein, il est plutôt indiqué pour être un très bon équipier là sur Paris-Roubaix. Et puis après, on réserve notre trio, et notamment Desmar Madouas. On va les réserver pour le moment où Olivier Le Gac n'en pourra plus. Je crois qu'on y est quasiment. Je roule parce que je me suis dit que je devais éliminer un maximum d'équipiers de la Jumbo-Visma qui est surreprésenté en termes de favoris. Devant, vous avez quand même un petit coup là avec Lampart et Turgis qui est pas moche. Pas laisser non plus trop se développer ce coup-là, mais bon, on va y aller calmement parce que c'est terriblement compliqué de partir de là où ils sont partis. Arnaud Desmar donc fait un très gros effort. Je cherche à éliminer un maximum d'équipiers, donc vous l'avez compris, que ce soit les équipiers de Soudal Quickstep pour Asgreen, que ce soit évidemment les Jumbo-Visma. Mathieu Van Der Poel n'est pas présent, mais on peut aussi se méfier de Mats Pedersen, peut-être à un degré moindre Jesper Stuyven. On a Ben Turner qui montre ses capacités. Oh, la crevaison. Elle est regrettable, hein. Et ben, c'est peut-être pas totalement fini pour Valentin. Il a eu la chance de crever en étant à l'avant du groupe. Et finalement, on était encore suffisamment nombreux à ce stade-là pour que Valentin reste dans le groupe. Est-ce que ça va le faire ou pas? Pas évident, hein, parce que c'est vrai qu'à tout moment, ça casse. Le mec revoit jamais la tête, hein. Attention, ça joue. Ça attaque très très fort ici avec Morik. Ghana, hein, très très présent. Fait un solide travail. Attention à Fred Wright qui tente sa chance. Et moi je suis pas mal, hein, dans ce groupe de 6. Finalement, c'est l'occasion qui fait le larron. On était en capacité de prendre ce coup. Et même si derrière ça roule pas mal, si ça partait à une dizaine comme ça, aïe, contre-attaque Jumbo-Visma, mince, celle-là, elle tombe mal. On a encore des soutiens, on peut encore peut-être le faire, on peut encore revenir. Mais là, waouh, je ne m'attendais pas à ce que les deux Jumbo repartent aussi secs à peine on les avait repris. Le jeu le fait parfois, mais là je ne m'y suis pas du tout attendu, parce que pour moi, ils en avaient déjà un peu
Vous voyez, consommer de l'énergie, donc pas évident. Stefan Kung obligé d'attendre le soutien des uns et des autres. Asgreen doit se mouiller, Christophe doit se mouiller. On voit Sénèche qui est au bout. On voit de l'Ineos prêt à travailler. Je me demande qui est ce maillot distinctif. C'était peut-être Rasmus Tiller là qu'on aperçoit juste derrière. Asgreen, vous avez vu, Maurik qui accompagnait les deux Jumbo-Visma a crevé. Il est donc éliminé de la victoire finale. Van Barle a craqué, tout simplement. Et nous, on est sortis avec Asgreen. Début du carrefour de l'arbre. C'est le moment ou jamais. Il faut absolument tenter ici de revenir sur Wout van Aert. Aïe, 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 aïe. On n'a plus les moyens. Je veux aussi qu'Asgreen travaille. Il faut qu'il m'apporte de l'aide. Après, le mec est moins feignant que ne l'ont été dans le final les Turgis Van Der Poel là qui nous ont fait très mal sur le Tour des Flandres. Ça y est, on est rentré. On est rentré sur Wout van Aert. Alors attention, oui, Van Barle ça rentrera plus. Et derrière, ça rentrera plus non plus. On a bien compris que le trio là devant, oh là là, attaque, vous avez vu? On a deviné de loin. Attaque de Wout van Aert. Alors, je me demande, là quand même, où est-ce qu'il va chercher tout ça? Surtout que, regardez, on s'accroche péniblement. Mais nous, on n'en peut plus. On n'a plus de barre jaune. On a juste un peu de barre rouge. Van Aert, on a l'impression qu'il a une barre inépuisable. Et en l'occurrence, là, les 25 secondes seront bien dures à boucher. Déjà, si on arrive à pas se faire lâcher par Kasper Asgreen, qui reprend Van Aert, énorme Asgreen, et en plus il le laisse passer. Purée, il est gonflé. Et là, il en replante une. Waouh. Injouable, le Wout. Injouable. Du coup, moi, je me résous ici, n'ayant plus rien. Je mets curseur à 99. Je peux rien faire d'autre. J'ai plus rien. J'ai juste à croiser les doigts pour essayer de garder ce podium. Que ça revienne pas de l'arrière. Mais à mon avis, 1 minute, on est bon. Et en fait, les 3... qui seront les 3 premiers, on ne sait pas trop dans quel ordre, mais on se doute un peu, les 3 premiers vont terminer tous en défaillance. Et regardez, c'est amusant ce phénomène. Kung en défaillance à 99 en effort curseur dépasse Asgreen, qui à mon sens est nécessairement aussi dans le même état de fatigue, c'est-à-dire absence de barre. Et au final, Kung vient faire deuxième, pas très loin de Wout van Aert, mais bon, deuxième. Voilà, donc c'est l'échec par rapport aux attentes du sponsor. Après, ça va pas m'empêcher de dormir, parce qu'objectivement, deuxième, c'est beau, mais toujours des petits regrets par rapport à rater peut-être le moment où Van Aert va attaquer très fortement, vous voyez, ce genre de choses. Voilà ce que je peux avoir comme mini regret. Mais avouons que le Belge fait un fort beau vainqueur de ce Paris-Roubaix. Il va falloir revenir l'an prochain pour essayer de chercher cette victoire. Et puis, donc, à l'épisode prochain, j'attaquerai par l'Amstel Gold Race. Donc, c'est ce qui nous attend une semaine après Paris-Roubaix. Ok, donc là, il y aura... Pendant que Thibaut Pinot s'amuse un peu dans sa région d'origine, il y avait Tour du Doubs et tout ça. On aura donc l'Amstel, et après, il faudra aller vers Tour de Romandie, où on attend une étape, et le Giro sera bien sympathique autour de Pinot, mais aussi avec des équipiers plutôt utiles et forts. En tout cas, moi je les aime bien. Donc, jusque-là, les monuments ont tourné en faveur de Pogačar, Milan-San Remo, et Wout van Aert, Paris-Roubaix, ronde 2. Donc, voilà, magnifique. On fait 2 podiums, mais pas mieux. Et il n'y a pas eu de grand tour. En revanche, les tours World Tour, les épreuves par étapes World Tour, auront donc couronné 2 fois Remco, 2 fois Gaudu, et on attend
avec impatience la suite parce que on n'en a pas vu assez encore, je pense, pour pouvoir tirer des conclusions. Voilà. Je vous souhaite à tous une très jolie fin de Tour de France et de belles vacances pour ceux qui ne travaillent pas. À plus, bye bye.